Docteur Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On est évidemment là pour parler, entre autres, du premier cas de variole du singe à Mayotte. Mais avant cela, je voulais qu'on parle de votre département. Vous êtes chef du département de la sécurité et des urgences à l'ARS, des urgences sanitaires, pardon, à l'ARS. Vous êtes infectiologue. Olivier Brahic a voulu créer ce département pour mieux suivre les épidémies. Qu'en est-il ? Pour mieux suivre les épidémies et pour mieux suivre les situations sanitaires exceptionnelles. Ce département, en fait, a pour but de programmer en amont et de planifier et de préparer le système de santé aux différentes crises sanitaires, aux situations sanitaires exceptionnelles, de veiller aux différents signaux qui peuvent émerger sur le territoire et qui pourraient laisser penser qu'une situation sanitaire exceptionnelle pourrait s'installer sur le territoire, et d'apporter les réponses, en effet, qui auront été préparées en amont pour affronter globalement donc ces situations sanitaires exceptionnelles. Y compris aller négocier des moyens peut-être supplémentaires à Paris ou à La Réunion si on ressent le besoin. Trouver les budgets, en tout cas, effectivement, qui pourraient être nécessaires pour monter tel ou tel dispositif. Donc ces situations sanitaires exceptionnelles, elles sont très larges. Alors on pense en particulier à Mayotte au cyclone, aux conséquences d'un cyclone, à un glissement de terrain, aux situations qui fait qu'un accueil massif de victimes devrait être pris en charge par le système de santé. Et de façon plus régulière et plus récurrente dans le temps, ces situations exceptionnelles se manifestent plutôt par l'émergence ou la mise en évidence d'un certain nombre d'agents infectieux, peut-être de circulation plus rare en métropole ou dans les autres territoires ultramarins. Et donc le gros de notre activité en routine, j'ai envie de dire, est la préparation, la surveillance et la prise en charge des signaux d'ordre infectieux. Alors ces maladies récurrentes que l'on connaît, c'est la dengue, c'est le palud, c'est la fièvre typhoïde, moins grave, c'est la bronchiolite, la grippe. C'est ça en fait. Voilà, exactement. La grippe, c'est une situation sanitaire exceptionnelle dans la mesure où le système de santé est obligé d'absorber au cours de son activité quotidienne l'hospitalisation et la surhospitalisation que représentent les cas de grippe au moment des épidémies. Donc c'est tout à fait une situation sanitaire exceptionnelle, habituelle en effet, mais pour laquelle il faut se préparer et pouvoir proposer des réponses. Alors il y a aussi évidemment dans les situations un peu exceptionnelles, mais maintenant un peu moins depuis 2 ans, le Covid. Et puis, nouvelle épidémie possible partout dans le monde, c'est cette fameuse variole du singe. Premier cas diagnostiqué à Mayotte fin de semaine dernière. Alors, on ne revient pas sur la situation effectivement de cette personne parce que c'est confidentiel, tout simplement. Néanmoins, on a un premier cas à Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette maladie, docteur Jean ? Alors la variole du singe, ce n'est pas une maladie qui est inconnue, ce n'est pas une maladie comme le Covid qui a émergé en sortant de nulle part. C'est une maladie qui a été décrite et qui est connue depuis plusieurs années, mais qui circulait dans des régions assez localisées du monde, donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc c'est une maladie qui avait déjà été étudiée, on voit les photos que vous présentez, c'est une maladie qui était connue. Mm-hmm. Ce qui était étonnant depuis le mois de mai, globalement, avril-mai de cette année, c'est que des cas ont été mis en évidence en dehors de ces régions du monde où on savait déjà qu'elles circulaient. Et chose étonnante, c'est que des cas ont été mis en évidence chez des personnes qui, 1, n'avaient pas voyagé dans ces zones et qui, 2, n'avaient pas été en contact de voyageurs en provenance de ces zones du monde. Donc un signal, vous voyez, j'évoquais le fait qu'on veille les signaux, un signal a été émis en disant attention, par les autorités sanitaires, attention, il semblerait que cette maladie classiquement cantonnée, classiquement très localisée dans différentes régions d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, attention, il semblerait que la diffusion de cette maladie dépasse ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Et en effet, avec cette alerte sanitaire et ces signaux, on a mis en évidence, et assez rapidement, et dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui, des cas qui ne sont pas issus donc, de ces zones de transmission habituelles. Alors, un premier cas à Mayotte, dépisté. Ce qu'il faut rappeler, c'est que déjà, c'est une épidémie, mais pas comme le Covid. Il n'y a pas des dizaines de milliers de nouveaux cas tous les jours. On est à peu près à combien en France aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes, depuis le mois de mai, globalement, nous sommes à peu près à 3500 cas. Un peu moins de 3500 cas sur le territoire français. D'accord. Dont plus de 2000 sont concentrés en Île-de-France. D'accord. Il y a 5 cas aux Antilles, je crois. 5 cas en Outre-mer.
outre-mer, et donc 5 cas, il n'y avait pas encore le cas de Mayotte dans le rapport de Santé publique France, 5 cas qui sont aux Antilles. D'accord. Et puis, donc maintenant, un cas à Mayotte. Alors, c'est une maladie, évidemment, qui fait peur. Variole du singe, c'est un terme un peu, oulala, monkeypox, ça fait un peu plus doux, mais variole du singe, ça fait peur. Donc, forcément, la population, quand elle entend ça, elle est inquiète. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse écho à ce fatalisme quelque part dans la société mahoraise qui vise à dire, voilà, c'est Dieu qui nous a envoyé cette maladie, donc finalement, voilà, c'est après le Covid, après le volcan, c'est une nouvelle épreuve, et puis on s'en sortira, c'est pas grave. Alors, je ne me permettrai pas, du coup, de rebondir sur la connotation religieuse. Simplement, ce que je me permettrai de dire, c'est que on reste quand même maître de notre santé et on peut faire preuve un petit peu d'autodétermination. Et que, dans la mesure où aujourd'hui, que les autorités sanitaires nous aient donné des conduites à tenir en termes de diagnostic et de prévention qui permettent à notre échelle, nous d'individus, de limiter la diffusion du virus dans notre entourage. C'est quelque chose, je pense, qui ne s'oppose pas au dogme religieux et qu'on peut potentiellement considérer que c'est une fatalité que ce virus arrive sur le territoire, mais ce n'est pas une fatalité aujourd'hui que de prendre ses responsabilités et d'aller se faire dépister, on en parlera quand on a des symptômes, et de s'isoler pour ne pas faire diffuser le virus dans son entourage. Et ce n'est pas aller contre la fatalité que de se faire vacciner pour éviter soi-même d'avoir la maladie et pour éviter de la diffuser. Donc je ne pense pas que le terme de fatalité puisse foncièrement s'opposer à la prise en charge qu'on pose aux personnes. Alors justement, si on a eu un doute, donc déjà quels sont les symptômes de cette maladie? Alors voilà, donc les symptômes, le premier symptôme qui arrive peut être un épisode de fièvre. Il n'est pas obligatoire. Forte fièvre, c'est 38? 38, oui, c'est une fièvre virale. Alors vous savez, les virus classiquement donnent un peu moins, sauf la grippe en donne beaucoup, mais moins de fièvre. Une fièvre d'une 38, 38,5, 24 heures, 36 heures sans qu'il ne se passe rien, et vont arriver donc ces fameux boutons qui peuvent avoir des formes un petit peu différentes. Et là, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est que tous les boutons vont arriver en une seule vague. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous souvenez avoir fait la varicelle ou quand vos enfants ont fait la varicelle, on parlait de vagues de boutons successives, on a l'impression que c'est fini et vlan, ça recommence, et une nouvelle vague pour la rougeole. Bon. Pour la variole du singe, c'est une vague unique de boutons. Alors c'est pas aussi sévère que les photos qu'on voit. Ils sont moches, les boutons. C'est classiquement pas aussi sévère, mais en tout cas voilà, un élément fondamental, c'est qu'il n'y a qu'une seule vague de boutons. Les boutons, ils apparaissent où sur le visage? Alors ils apparaissent globalement un petit peu partout. Oui. Classiquement, là, dans ce qui est décrit dans les formes qu'on voit depuis le mois de mai, c'est que ça touche souvent la sphère génitale. Oui. Après, il peut y en avoir un petit peu partout, il peut y en avoir sur le visage, et il peut y en avoir sur les paumes et les plantes, les paumes des mains et les plantes des pieds, sachant que dans les maladies infectieuses, on sépare du coup les éruptions infectieuses qui touchent les paumes et les plantes et celles qui ne les touchent pas. Là, on voit sur la photo que la main est touchée, et ça, c'est un critère qui peut être évocateur et qui peut rentrer dans le... Donc, quand on voit ça apparaître, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on voit ça, déjà, on évite d'avoir des interactions sociales trop proches, parce qu'on parlera probablement des moyens de transmission ou des risques de transmission, et c'est vraiment le contact rapproché. Donc on essaye au sein même de son foyer de s'isoler du reste de sa famille, de ses parents, et particulièrement des femmes enceintes et des personnes âgées, des personnes fragiles. Et qui ont des comorbidités. Et là, premier réflexe pour l'instant, on prend son téléphone et on appelle le centre 15. Et c'est le 15 qui va donner la consigne à la personne de comment et où aller faire prélever ces fameuses lésions pour confirmer ou éliminer le diagnostic. Donc pour dire, voilà, j'ai des boutons, pour confirmer que c'est la variole du singe, on vous coupe, je suppose, un petit peu de boutons, où on prélève un peu de ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est ça qui va permettre de dire oui ou non, tu es atteint. On prélève la lésion, et alors de façon, ce qui pourrait être considéré comme étonnant, on prélève aussi un petit peu comme le prélèvement Covid, parce qu'on sait qu'il peut y en avoir aussi, alors moins que dans les lésions, mais qu'il peut y avoir aussi un petit peu de virus, du coup, dans les postillons, donc on refait globalement le même prélèvement que pour le Covid, et on envoie ce prélèvement, et en effet, on trouve la présence de virus, c'est des formes très sévères là, et on trouve en effet on trouve le virus dans les prélèvements. On met combien de temps à avoir la réponse? Je dirais entre 36 et 48 heures.
D'accord. Ensuite, vous dites, il faut éviter les contacts avec son entourage. Donc, comment est-ce que la maladie, quand on en est porteur, comment la maladie, elle se transmet? Alors, il faut voir trois schémas, trois risques de transmission. Le premier, c'est dans les rapports intimes. Les rapports intimes, donc les rapports sexuels. Les rapports sexuels, les rapports peau à peau, les personnes qui dorment dans le même lit et qui ont un contact personnel intime. Donc ça, c'est évidemment le rapport le plus à risque de transmission et ce qui aujourd'hui représente l'extrême majorité des transmissions quand on sait comment le virus a été transmis. À côté donc, de ces rapports intimes, vous voyez sur les lésions qu'on voit, je ne sais pas si les gens peuvent les voir, mais il y a des petites croûtes. Oui. Il y a des petits squames, comme des pellicules, vous savez, qui peuvent tomber. Et globalement, ces petites croûtes peuvent tomber dans les draps, dans un lit, ou sur une serviette de toilette, ou dans un canapé. Voilà. Et donc, on sait que partager le linge d'une personne infectée et qui est symptomatique peut aussi exposer celui qui va utiliser la serviette de bain. Symptomatique, malade. Malade, oui. Va exposer la personne qui utilise la serviette ou qui va dormir dans les mêmes draps à être au contact de la petite croûte avec un virus et peut concourir à la transmission du virus de cette personne. À côté de ça, il y a une autre forme, un autre risque de transmission qui est plus faible mais qui existe, qui est le contact moins proche avec une personne qui est infectée, mais qui nécessite globalement, alors là c'est la transmission par les postillons, comme je le disais tout à l'heure, comme je l'évoquais, c'est un contact qui nécessite que l'on soit plus de 3 heures à moins de 2 mètres. Il faut beaucoup s'aimer là. Voilà. Donc globalement, c'est vous voyagez dans un avion sur un long courrier avec quelqu'un, là ça colle, vous êtes dans un bureau de 9h du matin à midi, vous avez un ordinateur, l'autre est à côté en face, ça peut coller, mais globalement, quand on va faire ses courses, quand on prend un taxi, quand on prend la barge, quand on travaille, nous, là, on n'est pas à risque, de transmission. Alors, il y a un... Oui. Donc c'est pour ça que, simplement préciser que les rapports intimes, sexuels ou autres, sont évidemment en risque de transmission, mais on évoquait le Covid tout à l'heure, on n'est pas sur un risque de transmission collectif comme pouvait l'être celui du Covid. C'est important de le préciser, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de peur. Alors il y a un autre peut-être tabou autour de cette maladie, mais on est sur Coezy, donc on se dit tout et il faut dire les choses pour pouvoir bien se protéger, puisqu'il y a un vaccin qui existe. Il semblerait que ce soit une maladie aujourd'hui qui concerne davantage les hommes qui ont des relations sexuelles avec les autres hommes. Évidemment, on parle d'homosexualité. Évidemment, l'homosexualité est un tabou dans la société mahoraise. Ne faut-il pas craindre, docteur, que certaines personnes n'aillent pas se faire dépister ou n'aillent pas se faire vacciner par peur de révéler leur homosexualité et qui se disent « je vais peut-être passer entre les gouttes ». Alors, 2 choses, si je puis me permettre. En effet, aujourd'hui, sur les cas qui sont mis en évidence, on retrouve très majoritairement une proportion élevée d'hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Pour autant, la première chose à se dire, c'est que ce n'est pas une maladie de l'homosexualité. C'est-à-dire que souvent, dans les maladies infectieuses épidémiques, la maladie infectieuse commence au sein d'un foyer, d'une communauté, d'un lieu de travail, d'une maison de retraite, et après sort de ce foyer initial et après touche d'autres personnes. Typiquement, un des signalements qu'on a aujourd'hui sur Mayotte, c'est la gale. On voit que la gale peut partir d'un foyer ou en métropole dans une maison de retraite et après s'aimer dans... Voilà. Donc le monkeypox n'est pas une maladie de l'homosexualité. Déjà, c'est important de le préciser, oui. Après, je comprends et je conçois tout à fait les appréhensions que vous évoquez, mais depuis plusieurs semaines durant lesquelles on s'est préparé, c'est vrai qu'on a eu la chance à Mayotte par rapport à l'Île-de-France ou à la région PACA où les cas se sont manifestés assez rapidement. On a eu beaucoup plus de temps, nous, à Mayotte, pour se préparer. Le critère de confidentialité est quelque chose que nous avons mis véritablement en haut de la procédure de vaccination et même de diagnostic. Donc je reviendrai là-dessus après. 2 choses sur la vaccination, c'est qu'aujourd'hui,
en effet, il y a un vaccin qui existe et un vaccin qui permet de protéger contre cette maladie. Il y a 2 façons de voir la vaccination. La première façon, c'est j'ai un contact avec quelqu'un qui a été diagnostiqué variole du singe, j'ai 4 jours pour aller me faire vacciner pour éviter d'avoir la maladie. Donc, encore une fois, un collègue de boulot qui est à moins de 2 mètres, quelqu'un qui aura pris le train Paris-Marseille à côté de quelqu'un qui a eu la variole du singe, peut aller se faire vacciner en urgence, entre guillemets, pour éviter de développer la maladie, quelle que soit cette personne, quelle que soit son orientation sexuelle ou ses pratiques. Donc déjà, une personne qui va se faire vacciner, là je m'adresse à ceux qui pourraient avoir une petite appréhension à aller se faire vacciner, une personne qui va se faire vacciner n'est pas forcément, obligatoirement, un homme qui a une relation sexuelle avec un homme. Alors, docteur, c'est important pour les gens qui pourraient avoir peur. Hein. Le but, c'est de convaincre les personnes homosexuelles qui auraient peur de le faire et qui se diraient, moi, il peut me raconter tout ce qu'il veut. Moi, j'ai peur. Je n'irai pas. Je ne veux pas que ma maman sache ou que mon papa sache. Donc, quand on va dans le centre de vaccination, on est accueilli parmi des tas de personnes qui veulent également se faire vacciner pour d'autres maladies. Ce qui veut dire que quand on rentre dans le centre de vaccination, on n'est pas catalogué risque variole du singe, donc je suis homosexuel. Il faut bien le dire, ça. Alors ça, c'est donc la deuxième vaccination. Donc là, j'évoquais la première vaccination post-exposition. On est exposé, on a un risque de transmission, on se vaccine. À côté de ça, il y a la vaccination plus habituelle, celle qu'on connaît comme le tétanos, la rougeole, qui est celle qui nous permet d'éviter d'avoir une maladie, c'est le Covid qu'on a vu depuis 2 ans. La vaccination qui permet d'éviter d'avoir la maladie avant d'avoir été exposé à la maladie. Donc là, en effet, comme je l'évoquais, véritablement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur le respect de la confidentialité. Il y a quelque chose qui peut peut-être inquiéter les personnes qui désiraient se faire vacciner, c'est qu'il faut prendre un rendez-vous. Il faut prendre un rendez-vous parce que les doses, il faut les décongeler, il faut les récupérer du congélateur, il faut les amener dans le centre de vaccination. Donc il y a une gestion de la dose qui nécessite qu'en effet on sache combien de doses va être administrée. Donc là, effectivement, il faut prendre son téléphone, mais pour prendre un rendez-vous, il faut donner un prénom. Donc on peut en donner n'importe lequel. On donne son prénom. On se fait enregistrer en disant qu'on vient se faire une vaccination, parce qu'aujourd'hui, la vaccination contre le monkeypox se fait dans le centre de vaccination des actions de santé du centre hospitalier de Mayotte, donc là où il y a le tétanos, la rougeole, la fièvre jaune quand on veut aller en Afrique, le méningo quand on veut aller à la Mecque. Donc on se présente et on se fait enregistrer pour recevoir une vaccination, on se fait appeler par son prénom. Et quand on est cette fois-ci face au médecin, à ce moment-là, on l'informe qu'on vient bénéficier de la vaccination contre le monkeypox. Et là, le médecin, il a une obligation, enfin, c'est même pas une obligation, c'est le métier. Il y a le secret médical, donc là, la discussion, elle appartient au médecin et aux patients, donc zéro problème. Et là, tout est encadré par le secret médical, en effet. Autre peur, les jeunes gens, jeunes ou moins jeunes, homosexuels, qui toujours ne voudraient pas ou qui auraient peur de révéler, se diraient, bon, écoute, moi j'attends, si les boutons apparaissent, j'irai me faire vacciner à ce moment-là, je zappe la case dépistage. Tant pis, j'ai trop peur. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent être rassurées sur le fait que déjà, s'ils n'y vont pas, les gros boutons, ils les auront et là, ce sera très très visible. Et ça dure 4 semaines, les gros boutons. Comment on les convainc d'aller se faire dépister ? Alors, c'est vrai que le dépistage globalement du monkeypox est un dépistage altruiste. C'est-à-dire que dans l'immense majorité des cas, la maladie n'est pas grave et on n'a pas de traitement à donner sur des formes non graves. Encore une fois, je ne fais pas allusion Là, c'est très grave. Il y a eu 5-6 boutons et classiquement, c'est pas grave. Donc en effet, l'intérêt de se faire dépister, c'est véritablement pour l'entourage, pour être isolé globalement et éviter la transmission. Comment convaincre les gens en dehors de leur signifier que la transmission, même si les formes sont classiquement non graves, peut être grave chez une femme enceinte. Typiquement, une femme enceinte qui aurait le monkeypox et qui accoucherait à l'occasion du monkeypox actif, peut être gravissime pour l'enfant à naître.
une personne qui est immunodéprimée, vous savez qu'il y a les défenses qui diminuent un petit peu, qui serait atteinte, la forme pourrait être gravissime. Et donc il faut que aussi chacun prenne sa responsabilité, à la fois en tant que citoyen, mais aussi à la fois en tant que petit-fils d'une vieille personne, en tant que neveu d'une femme enceinte ou en tant que nièce, parce qu'on parle des hommes évidemment, parce que là c'est la question en ce moment. Et bien, il faut que chacune de ces personnes aussi prenne ses responsabilités d'humain et de membre d'une famille, et du membre d'une collectivité et d'une communauté pour faire en sorte de limiter et d'éviter la transmission à ceux qui, eux, pourraient faire une forme sévère. C'est déjà la fin de ce temps de parole. On a dépassé le temps, mais je pense que les messages étaient très importants. On se revoit très vite pour que vous nous parliez des autres risques, puisque là, on va avoir la saison des pluies, donc la dengue va revenir et toutes ces maladies, et nous rappeler quelques messages de prévention utiles. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.